Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs Jean-Claude Dacier, Julien Drey, Maître Golnadel et Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police. On va parler du malaise dans la police. 12 suicides depuis le début de l'année, c'est un triste record. Évidemment, en ce moment, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont en déplacement. Ils parlent de l'état des forces de sécurité, de rénovation de commissariat. C'est une chose. Il y a ce mal-être dans la police, cette perte de sens liée à votre mission. On est avec nos équipes parties en reportage en Gironde avec Jérôme Brandenoux et Antoine Estève. On a rencontré des policiers qui ont fait des burn-out et aussi des associations qui tentent de leur venir en aide. Écoutez ce reportage et on en débat ensuite. Fin 2019, à Paris, une altercation dégénère. Alexis sort son arme de service. La situation s'envenime, il n'ose pas tirer et rien n'arrête les jeunes face à lui. Il reçoit une pluie de coups. J'étais bloqué contre un mur et je me suis retrouvé avec ces 7, 8, 9 personnes, je ne sais plus exactement, mais qui m'encerclaient tel des loups. Je me suis vu mourir. Quand on évoque avec lui les suicides dans la police, Alexis comprend le malaise actuel, la violence, le désespoir. Il est passé par toutes les étapes de la dépression. J'avais l'impression quand je revêtissais mon uniforme, pas d'être un super-héros, mais de vivre normalement. Et là, enfin, d'aider, d'apporter quelque chose à la société. Je n'arrive pas à me libérer de mon travail que j'aime passionnément, mais que je dois quitter parce que là, je n'en peux plus. Je ne comprends plus la société dans laquelle on vit. Assopol est une plateforme de bénévoles qui vient en aide aux policiers en détresse. Ces psychologues n'ont jamais eu autant de travail que depuis le début de l'année. En 10 jours, on a répondu à 117 appels. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de libérer la parole, de faire comprendre que se faire aider par des spécialistes, psychologues privés ou de l'administration, peu importe, le tout, c'est de libérer la parole. Une lueur d'espoir dans cette lutte contre les suicides. Le ministère de l'Intérieur recrute. Dans la police, le nombre de psychologues va être doublé avant la fin de l'année. Voilà pour ce reportage. Grégory Joron, ça vous rappelle des souvenirs de ce que vous ont pu vous raconter vos collègues ? Alors c'est toujours un sujet extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité parce que forcément, si on avait la solution unique, magique, qui pourrait régler ce problème-là, on l'aurait tous déjà sorti ou fait valoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que malheureusement la ressource interne ne suffit pas à combattre ce fléau-là et que globalement, heureusement que certains prennent le relais en externe, que ce soit les associations comme Assopol, comme PEPS, comme sur l'ANAS aussi du ministère de l'Intérieur. Les syndicats de police ont pleinement leur place aussi parce qu'on fait partie intégrante du plan de mobilisation et de programme de mobilisation contre le suicide. Après, on a deux difficultés majeures, même si je rappelle qu'il faut qu'on soit responsable et qu'à chaque fois il faut rappeler qu'il y a des voies de recours, qu'il y a des choses à faire, qu'on peut être entendu, écouté et qu'il y a toujours malgré tout une solution. Il faut toujours le dire et finir, j'ai envie de dire, sur un message positif. Pour autant, on doit aussi avoir un regard lucide sur l'état de la police nationale où on a un programme de mobilisation contre le suicide qui est construit sur deux jambes qui sont très faibles. D'un côté, notre système de prévention, avec 70 médecins de prévention pour 140 000 agents. 140 000 agents. Avec 100 psychologues pour le même nombre d'agents. Et malheureusement, finalement, une culture de la prévention par rapport au mal-être qui est à l'an zéro à peu près de ce qu'on est en droit d'attendre, malgré l'engagement de ces personnels qui viennent pas là par hasard. C'est parce qu'ils ont une vraie impétence pour les métiers de la sécurité et les gens qui la font et qui sont là vraiment pleinement engagés pour essayer de les soutenir. Et finalement, quand on voit le sous-dimensionnement, c'est pas possible. Et de l'autre côté, la deuxième jambe, je terminerai, je suis un peu long, je suis désolé. Non, c'est un sujet important. De l'autre côté, la deuxième jambe, qui est construite justement sur nos ressources internes de dialogue social, des comités d'hygiène et sécurité, des cellules de veille des risques psychosociaux, qui malheureusement sont réglementaires, sont normés, sont cadrés, et qui ne fonctionnent pas parce que on n'arrive même pas à les réunir comme elles doivent être réunies régulièrement. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça, c'est à la main de l'administration. Ça doit être faisable, c'est pas compliqué. Et pourtant, même ça, on n'y arrive pas sur un sujet comme le suicide. Alors, ça réglera pas tout, clairement. Mais si on commence pas à faire un peu de prévention, de la culture de la prévention, le collègue le disait tout à l'heure, de libération de la parole, on aura du mal de toute façon à avancer. Julien Drey, quand ce policier dit « je ne comprends plus la société dans laquelle j'évolue » par rapport à son uniforme de policier, vous entendez ce qu'il dit ? Oui, je pense qu'on est de plus en plus à se poser cette question-là. Je
Quand on voit les comportements humains, quand on voit la dégradation des rapports humains, la spontanéité du comportement violent, voilà, moi aussi, ça m'arrive souvent de me dire, mais le monde a bien changé et j'ai du mal à le comprendre. Bon, alors on essaye de trouver des solutions, mais il faut voir que les conditions de vie, le suicide, c'est toujours l'analyse multifactorielle, compliquée, mais c'est vrai que les conditions de vie des policiers sont de plus en plus difficiles et que c'est des drames familiaux et donc pas la possibilité d'en parler parce qu'il y a personne pour comprendre ça et des relations y compris avec ses propres enfants qui sont compliquées parce que avant quand on avait un enfant de policier dans une classe c'était une référence. Aujourd'hui souvent il se fait brocarder par ses camarades ou par ses amis ou des choses comme ça. On dit à nos enfants de plus dire qu'on est policier. Ça va plus loin donc que ça. Ça pèse ça sur une vie et sur des jeunes policiers. Et puis, il y a aussi toute je crois, qui pèse beaucoup, c'est que il fut un temps où on faisait attention de faire que les policiers ils soient à proximité de leurs liens familiaux, qu'on les déracine pas. Or là, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes policiers qu'on précipite des villes de province à Paris, dans des conditions très difficiles. Ou dans les quartiers nord de Marseille. Dans les quartiers, voilà. Et donc, tout ça, malheureusement, le ministère de l'Intérieur, il a laissé s'installer des situations et ça devient très difficile à corriger maintenant. Maître Golnadel, ce malaise policier. Pardon, mais il n'y a pas que je veux dire, il ne faut pas voir ça sous un angle purement de la violence politique, etc. Il faut voir ça aussi au ras des pâquerettes. Moi qui défends beaucoup de policiers, je peux vous en parler. Et je peux vous parler de la dégradation et de leur vie et de leur morale sur 20 ans. C'est pas uniquement parce qu'ils sont détestés dans les banlieues, parce qu'ils vivent une vie dangereuse, et ça c'est une des explications, mais je pense que c'est la moindre. La vérité, c'est qu'ils ont une vie pourrie. Ils font des heures supplémentaires qui sont jamais remboursées, sinon avec un lance-pierre, je sais pas quand. Avant, ils avaient des interlocuteurs qui étaient leurs patrons, ils pouvaient se faire engueuler, on se tutoyait, mais ils avaient un interlocuteur. Maintenant, ils ont des sortes de DRH ou je sais pas quoi, de gestionnaires complètement déshumanisés. Il faut comprendre leurs conditions de vie. Il y a énormément de divorces dans la police, puisqu'ils ont une vie pourrie, avec des horaires invraisemblables. Et je veux dire, il faut voir ça au ras des pâquerettes. Et ils ont aussi, je veux dire, leur rapport avec la hiérarchie a énormément changé. Et quand vous parlez aux flics, même des flics qui adorent leur boulot, eh ben oui, ils parlent de manière totalement désabusée. Il n'y en a pas un qui peut, je vous assure que j'ai du mal, et même ceux qui aiment leur métier, j'ai du mal à rencontrer un flic heureux. Voilà, c'est tout. Grégory Joron, pareil. J'ai pas grand-chose à retirer, juste peut-être un argument supplémentaire. Je suis assez d'accord de dire qu'il faut de temps en temps regarder ça au bon niveau. Un chiffre, c'est important. Je m'appuie simplement sur le bilan justement des psychologues du service de soutien psychologique opérationnel de la police. Ils font des bilans annuels. Le bilan de 2019, c'est de mémoire, vous m'excuserez, c'est pas très précis, mais je crois que c'est 9340 agents qui sont passés face aux psychologues. Et globalement, leur bilan fait état surtout de 2 points évoqués en grande majorité par les agents. Le management dans la police et les horaires de travail. Donc à un moment donné, ces mêmes 2 points sont relevés en 2017 par l'ensemble des secrétaires de CHSCT. Donc on a quand même une ligne assez forte et assez marquée sur ce qui cause vraiment un mal-être policier. Je termine juste en disant que le management, va falloir à un moment donné qu'on le regarde en évitant les crispations corporatistes. Et s'il n'est pas question d'accrocher au mur les commissaires, les commandants, le management qui commence au brigadier chef, à un moment donné, il faut juste qu'on ait un guide des bonnes pratiques. Aujourd'hui, il n'existe pas dans la police nationale. On n'a pas de référentiel management. Un bon manager, on ne sait pas ce que c'est. Les outils managériaux, on sait qu'ils ne sont pas bons et que malheureusement, tout le monde fait avec ce qu'on a. Et je suis assez d'accord, les rapports ont extrêmement changé entre les différents corps. Ils ont tendance à plutôt s'éloigner, alors qu'on fait quand même partie normalement de la même communauté de travail, qu'on est censé s'entraider. Et je pense qu'on manque vraiment de boussole qui nous indique la bonne direction sur ce sujet-là. Et c'est ce qui, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues de la police. Jean-Claude Dacier sur ce malaise de la police, puis après on va parler de la présidentielle là-dessus. Ce discours au lendemain de Beauvau me désespère un peu. Je pensais que vous auriez au moins progressé un petit peu. Je sais que c'est pas nouveau, le mal-être de la police. Je me souviens... Bon, je ne vais pas jouer les cuistres, mais d'un déjeuner ou d'un dîner, je ne sais plus, avec un des ministres de l'Intérieur qui devait être Jean-Louis Debré, qui m'avait dit, mais
il faut remettre la police dans le bon sens. Vous avez des gars qui habitent en province et qui viennent faire leur service à Paris. Ils couchent dans les voitures à 2 ou à 3. Ça, c'est, je l'espère pour vous, bien amélioré depuis. Mais le mal-être de la police est déjà très, très ancien. Oui. J'espère que quand même il y a eu quelques progrès faits depuis. Mais comme le disait Julien, dans une société qui quand même nous préoccupe, dans un effondrement des pratiques démocratiques de cette chère et belle France, si vous avez en plus une police qui a des états d'âme, bigre, ça promet. Le Beauvau de la sécurité, il va venir améliorer les conditions matérielles, c'est une certitude. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça changera pas grand-chose. Allez, je vais donner une image très claire. Je pense qu'un flic qui est en garde dans un poste de police, il préfère un patron qui va arriver, lui taper sur l'épaule ou pas, en tout cas lui demander si ça va et potentiellement lui demander des nouvelles de sa famille. Et même s'il se rassoit, qu'il manque une roulette sur son fauteuil, que la pâture est un peu décrépite, je pense que malgré tout, il va passer la vague. Par contre, la même chose dans un poste tout neuf avec de la peinture, mais si le cadre qui rentre lui fait juste une remarque parce qu'il lui manque un galonnage, ce qui n'est pas acceptable pour autant, mais sur la veste, en lui faisant une remarque assez ferme et pas très agréable, il aura beau avoir des jolies roulettes et un joli fauteuil, je suis pas sûr que ça arrange vraiment les relations. Alors, en fait, on part de là, c'est très simple, mais c'est une réalité. On manque de bienveillance, on manque encore une fois, de chaleur humaine, oui, mais même si ça doit rester un système hiérarchique, je pense qu'il faut juste dire qu'on est ensemble, encore une fois, dans une communauté de travail et qu'on n'est pas juste à être là verticalement, à attendre que ça nous tombe sur le coin de la figure. Julien Drey, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut faire attention. Dans les hiérarchies, ce qui pose problème au ministère de l'Intérieur, c'est l'administration centrale. Et c'est les procédures de l'administration centrale. C'est-à-dire, par exemple, quand les collectivités locales, moi j'ai vu ça, parce que j'étais un de ceux qui ont permis aux régions d'investir, mais vous imaginez pas la machine qu'on avait en face de nous. Les appels d'offres qui étaient jamais bons, le commissariat ils avaient monté les portes n'importe comment. On a une administration centrale au ministère de l'Intérieur, mais pas qu'au ministère de l'Intérieur, mais au ministère de l'Intérieur. Alors là, c'est corsé, je peux vous le dire. Et donc, c'est ça qui pèse aussi. Parce que le pauvre policier qui a besoin juste de réparer, il faut qu'il fasse 4 demandes, 5 demandes, on va lui dire non, il faut que tu me le fasses en 3 exemplaires, etc. Il s'en sort plus. Et il a l'impression qu'il est toujours abandonné. Je parle pas des policières à qui il a fallu des années pour obtenir un lieu pour qu'elles puissent se déshabiller tranquillement, parce que personne n'avait pensé à ça au ministère de l'Intérieur. On va écouter, parce que demain il va y avoir un certain nombre de candidats qui vont être auditionnés par un autre syndicat de police Alliance pour écouter leurs propositions sur la sécurité. J'aimerais juste qu'on écoute celle de Marine Le Pen à propos des forces de l'ordre, une présomption de légitime défense. Je n'oublierai jamais le sort des policiers de Grigny, brûlés vifs dans leur véhicule et qui ont dû subir des épreuves judiciaires et une suspicion révoltante. Les délinquants, en réalité, ont fini par comprendre que celles et ceux qui nous protègent au quotidien n'ont pas le soutien des élites dirigeantes. Dès mon premier jour à l'Élysée, les forces de l'ordre sauront qu'ils retrouveront le soutien de l'État pour intervenir partout contre les délinquants. J'instaurerai une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Est-ce que ça sera utile, Grégory Joron, ce que dit Marine Le Pen? Alors, je vais, pas pour une fois, je vais être assez tranché. Je pense que ça sert à rien. Je suis désolé. Je vois pas quelle norme est supérieure. Non, je le suis pas en plus. Je sais pas pourquoi je le dis. Je pense qu'aucune norme est supérieure à la présomption d'innocence, pour commencer. Ou alors j'ai perdu le fil de quelque chose. Je me rappelle aussi que les gendarmes, avant même qu'on réforme le code de sécurité intérieure, avaient quand même, on va dire, on se rapprochait quand même de la présomption de légitime défense sur certains aspects, ce qui ne les a jamais empêchés de finir devant une cour d'assises, dès lors qu'il y avait un usage de l'arme qui entraînait potentiellement la mort. Et je prendrai un exemple aussi du code pénal. Quand vous êtes de nuit chez vous et que quelqu'un rentre dans votre domicile, vous êtes présumé être en état de légitime défense. Si vous tirez sur quelqu'un, globalement, je pense aussi que le magistrat va vous mettre en examen et potentiellement, vous allez devoir vous expliquer devant la barre. Oui, c'est condamné. Oui, le cas échéant. Après, on ne sait pas, mais les condamnés, le cas échéant. Mais en tout cas, encore une fois, la présomption, à mon sens, de légitime défense, honnêtement, elle ne sert à rien. Okay. Et elle n'est de toute façon pas supérieure à la présomption d'innocence. Ce qui est gênant, c'est que la présomption d'innocence aujourd'hui, elle ne vaut plus grand-chose, puisqu'on sait très bien que souvent, ça se passe sur le tribunal médiatique et populaire, et malheureusement pas devant la barre d'un tribunal. C'est ce qu'on peut déplorer. Maître Golnadel, vous qui êtes avocat,
Oui, je ne serais pas aussi catégorique que ça. D'abord, l'exemple qui est pris des policiers grillés dans leur voiture, il est assez pertinent, celui pris par Marine Le Pen. Je me souviens de la visite de François Hollande voir Théo, et on se souvient que Alors Théo, c'était un jeune qui avait été dont blessé on disait par qu'il avait un été officier de police. sodomisé par les matraques des policiers. Une autre affaire, ce sont deux affaires différentes, on est d'accord. Non, mais on sait que c'est plus compliqué que le déferlement médiatique qui a eu lieu, et il n'était pas allé voir en même temps les policiers qui avaient été brûlés dans leur voiture. Ça avait un petit peu choqué légitimement les choses, donc l'exemple est assez pertinent. Maintenant, le problème de la légitime défense, il est plus complexe que ça. C'est-à-dire que la jurisprudence sur la légitime défense, c'est vrai, a évolué avec le temps et l'évolution des mœurs, et les tribunaux se montrent un peu plus compréhensifs qu'avant. Maintenant, qui est dans l'arsenal pénal pour les policiers quelque chose d'encore plus facile, qui remplace un peu la jurisprudence, qui est une source de droit moins forte, j'y vois pas d'inconvénient. Julien Drey. Moi, je pense que les policiers ne sont pas demandeurs de tirer, qu'on leur donne le droit de tirer. Bon, ils sont maîtres des choses et souvent ils comprennent bien. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une institution judiciaire derrière qui les soutienne vraiment. Parce que dans l'affaire de Grigny, le problème qui est posé, c'est pas les politiques. C'est que le parquet de Grigny, d'Evry, a traîné, a attendu, a cherché, avec toute une série d'avocats par rapport à ceux qui avaient commis ces délits, qui multipliaient les procédures pour ralentir les choses. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Je connais bien cette histoire. J'en ai eu d'autres à gérer parce que c'était le territoire où j'étais élu. J'ai eu des situations terribles où il y avait des viols qui étaient constatés de mineurs et le parquet était bloqué par des procédures. Donc l'institution judiciaire, elle n'est pas en soutien, surtout dans ces situations-là. Et les policiers, ils ont l'impression que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des juges qui font bien leur travail, il y en a qui font, mais ils ont le sentiment que l'institution en elle-même, elle bloque quand il s'agit de policiers. Vous êtes d'accord avec ça? Aucune démocratie, évidemment, et heureusement, ne va donner un permis de tuer. Je pense que c'est important, et je pense qu'en effet, les flics, j'en suis sûr, ne le réclament pas très clairement. On a déjà fait la proposition, plutôt que d'aller sur une présomption de légitime défense, on aimerait qu'il y ait des juridictions spécialisées qui soient saisies dès lors qu'il y a un usage des armes faites par un policier, avec en face, mais du côté de l'institution judiciaire, des magistrats qui sont vraiment acculturés au métier de policier et à l'usage de l'arme en intervention. Et là, ça aurait vraiment du sens, puisque ça serait pour le coup un vrai appui. Laisser croire que la présomption de légitime défense va écarter tous les collègues de devoir s'expliquer devant la barre, je pense que c'est un message qui, à mon sens, en tout cas, moi je partage. Pause. On se retrouve dans un instant, on continue à parler de ces questions de sécurité, on continuera à évoquer ce que souhaitent les policiers à l'aune de cette campagne présidentielle. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.